Alors, nous avons avec nous en ligne Myriam Dubé. Madame Dubé est professeure à l'École de travail social de l'UQAM. Bon après-midi, Madame Dubé. Bon après-midi. Est-ce que ça va bien, Madame Dubé, avec toutes ces mauvaises nouvelles qu'on entend? En fait, ces dernières statistiques de Statistique Canada qui relatent qu'il y a une recrudescence de violence conjugale dans la société québécoise. Est-ce que ça vous inquiète? Ben, en fait, est-ce que ça m'inquiète? Oui. Je vous mentirais si je vous disais non. Maintenant, ce qu'on voit statistiquement, ben, c'est toujours la pointe de l'iceberg. Il y a une recrudescence depuis les 7 dernières années, malgré une baisse progressive qu'il y avait depuis plus de, je dirais, au-delà de 30 ans, il y avait vraiment une baisse progressive. Et ce qui nous préoccupe, c'est de savoir comment il se fait que depuis 7 ans environ, il y a cette baisse-là, cette hausse-là, de situations de violence conjugale dans la société québécoise. Et puis là, ça reflète, en fait, on peut pas juste expliquer cette situation-là par le COVID. Et ça serait, ça l'expliquerait peut-être partiellement. Mais je pense qu'il faut le regarder à plus long terme. Et puis, par rapport à ça, ben, je pose différentes hypothèses. Je le questionne de façon beaucoup plus macro-sociale que individuelle. Je suis portée à regarder les causes structurelles davantage que les causes individuelles. Puis je me demande si on s'est pas éloigné durant ces 10 dernières années des causes structurelles des violences, qu'elles soient conjugales, qu'elles soient intimes, qu'elles soient sexuelles. Est-ce qu'on s'en est éloigné pour davantage mettre la lumière sur les responsabilités de l'individu au lieu de regarder socialement ce qui peut encourager une montée comme ça des violences, entre autres envers les femmes, mais de la violence en général, qu'elle soit dans les couples, qu'elle soit... donc, moi, je me suis demandé si, à quelque part, structurellement, on s'éloignait de nos causes premières et si on allait assez en prévention primaire, justement, pour travailler en amont de la violence. Donc, est-ce qu'on Oui, et effectivement, parce que lorsqu'on dit que faut regarder la structure, mais la société québécoise dispose d'une bonne structure de protection pour les plus démunis, les plus faibles, et on sait que les enfants, en général, dans la famille, sont les plus faibles, et les femmes, et les plus forts, c'est les hommes qui ont cette tendance. Est-ce que les hommes québécois sont devenus de plus en plus violents? Écoutez, je l'analyserais pas comme ça. Je la poserais autrement. Je poserais la question autrement. Puis là, à ce moment-là, j'irais davantage vers est-ce que notre société, met assez de l'avant encore aujourd'hui? Et ça, je pense que c'est un travail constant. On a vu aux États-Unis récemment une régression importante au niveau de l'avortement. On a entendu parler beaucoup dans les médias. Et puis, il y a eu une nouvelle qui a été frappante ces derniers jours qui même était épeurante là, aux États-Unis en lien avec l'avortement. Puis, je commenterai pas cette nouvelle-là, mais c'est quand même, ça fait réfléchir comment c'est facile de reculer comme société, même société qui se dit démocratique et avancée, et socialement avancée, comme vous dites, au niveau des mesures de protection sociale, au niveau des différents avantages qu'on va lui donner.
au Québec, mais on voit que dans une société occidentale, c'est facile aussi de reculer, puis de reculer rapidement. Et je pense que c'est une veille de tous les instants au niveau des structures pour sensibiliser et encourager notre société de façon collective et participative à l'égalité au niveau des genres, oui, mais aussi au niveau du sexe, au niveau d'identité des genres, au niveau de la classe sociale, la redistribution des richesses, c'est drôlement important. La lutte contre le racisme, c'est drôlement important. Donc, toutes ces batailles-là qui croisent en fait la violence envers les femmes, qui croisent en fait la violence tout court, la violence envers les personnes de d'autres identités de genre, envers les personnes de différentes orientations sexuelles. Donc, promouvoir cette égalité-là à tous les niveaux, pour avoir une égalité sociale, parce que toutes ces luttes-là sociales, ces luttes-là structurelles, je veux pas, sont interreliées les unes aux autres. Et à la vérité, puisque vous avez fait ce petit crochet par les États-Unis pour nous parler de ce recul des femmes devant la plus haute cour du pays, n'est-ce pas, World Control Raid. Mais lorsqu'on regarde au Canada, on est loin d'être dans ce recul-là. Je ne veux pas dire que jamais on ne pourrait reculer, mais les femmes ont avancé, les minorités ont connu des avancements et jamais on ne pourrait dire que c'est parce que les femmes sont mal classées socialement, qu'elles sont abusées, qu'elles sont l'objet de difficultés dans leur couple et se font maltraiter dans leur couple. C'est peut-être l'effet inverse. Est-ce que les hommes ne sont pas ne se prennent pas comme les victimes de la société, étant donné que les femmes ont beaucoup de droits dans la société québécoise? Moi, je crois que ça serait une explication facile, M. Pierre, d'aller dans ce sens-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, quand on va sur le terrain, puis on regarde les personnes qui sont victimes de violences conjugales, et je suis pas en train de dire que les hommes ne peuvent pas en être victimes. Il y a quand même un pourcentage d'hommes qui en sont victimes. Et mon intervention ne vise pas à polariser les genres ou les identités de genre, le sexe et tout ça, mais c'est plutôt à éveiller les consciences qu'en fait, c'est une lutte de tous les instants. Et que, justement, quand on se retrouve sur le terrain, on voit que les femmes sont encore victimes de violences, font encore appel aux maisons d'hébergement. On voit que dans les organismes pour conjoints ayant des comportements violents, on a encore besoin de services pour les hommes qui viennent les consulter. Et on voit que les hommes, il y en a plusieurs qui viennent les consulter, même s'ils reçoivent aussi des femmes. Mais le pourcentage d'hommes est encore plus élevé. Mais les services doivent être offerts à différents niveaux. Et pour moi, comment je pourrais vous dire ça? La lutte au niveau de cette vigilance-là, cette veille-là, par rapport aux problématiques sociales, aux inégalités sociales, elle doit toujours être là. Et il s'agit qu'un jour, attendez, je vais juste finir, ça sera pas bien là. Il s'agit, moi je pense que ces 7 dernières années, ok, mon hypothèse, si je peux me tromper, mais mon hypothèse est que justement, peut-être qu'on s'est dit, l'égalité des genres, on l'atteint. L'égalité des sexes, on l'atteint. L'égalité entre les différentes origines ethniques et culturelles, on l'atteint.
Le racisme systémique, ça n'existe pas. Non, 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 non. Le racisme systémique, ça existe encore. Et donc, il faut quand même être éveillé à dire, je pense qu'il ne faut jamais s'asseoir sur ses lauriers. Absolument. Et vous avez tout à fait raison. La seule et la dernière question, c'est de savoir si c'est une perception que les hommes ont, une fausse perception du fait qu'ils seraient les mal-aimés de la société québécoise par rapport aux femmes qui ont tous les avantages. Mauvaise perception, on s'entend, n'est-ce pas? Est-ce que les hommes n'auraient pas besoin aussi d'aide pour comprendre effectivement et vivre l'égalité entre hommes et femmes de manière non complexée parce que nos hommes seraient devenus complexés? Oui, c'est intéressant votre question parce que moi, je vois qu'on cherche beaucoup encore à dire avec notre socialisation conventionnelle, les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça. Mais en fait, ça, c'est la socialisation qui nous dit ça. Mais si on regardait, et là, je vous amène une vision plus micro. Si on regardait plutôt les forces des uns et des autres, les limites des uns et des autres, et qu'on travaillait en complémentarité. Donc, les forces, en fait, des individus, peu importe leur genre, peu importe leur identité sexuelle, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe leur origine ethno-culturelle, peu importe leur classe sociale, peu importe leur force et aussi leur limite pour travailler ensemble, mais surtout leur force. Et qu'on travaillait de façon complémentaire avec ces forces-là, puis en disant que oui, les gens ont besoin de services. Donc, si vous vous identifiez au genre féminin, vous avez besoin de services. Si vous vous identifiez au genre masculin, oui, vous pouvez avoir besoin de services aussi. Puis croire que le changement social est possible, le changement individuel autant que le changement social est possible. Puis il y a vraiment des ressources compétentes qui s'adressent aux personnes qui s'identifient au genre masculin. Puis il y a vraiment des ressources compétentes pour les personnes qui s'identifient au genre féminin, et puis il devrait y avoir un petit peu plus pour celles qui s'identifient pas ni à l'un ni à l'autre également. Et je crois que on doit préserver aussi nos ressources communautaires, on doit préserver leur autonomie, c'est extrêmement important, puis qu'on doit préserver aussi la qualité qui s'y retrouve et ne pas chercher à les alourdir administrativement, comme les institutions, malheureusement, travaillent avec une lourdeur administrative incroyable parce qu'il y a des gens sur le terrain qui font du bon travail, puis il y a des destinataires qui ont besoin d'eux autres. Myriam Dubé, professeure à l'école de travail social de l'UQAM. Je vous remercie, Mme Dubé, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi une problématique très profonde. Et naturellement, on aura l'occasion de s'en reparler, mais en espérant que c'est à d'autres moments et dans d'autres circonstances peut-être plus heureuses, on ne sait jamais. Ouais. Oui, ça serait, on va l'espérer. On va ouvrir une fenêtre d'espoir, c'est important. Absolument. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie beaucoup, M. Pierre. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.